Bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous allez nous recevoir. Je suis Viviane Sinan et dans le cadre des causeries de ce mois de février dédié à l'histoire des Noirs, je reçois ce soir Monsieur Romain Gérard Léby et nous allons échanger avec lui justement sur son parcours et également on va aborder la question de ce mois de février qui est dédié au mois des Noirs. Alors, bonsoir, Monsieur Romain Gérard. Oui, bonsoir Viviane et merci de me donner l'opportunité de pouvoir participer à cette interview. Voilà. Bien. Alors, en quelques mots, qui est Monsieur Romain Gérard Léby? Bon, c'est une longue histoire. Je suis évidemment originaire de la Côte d'Ivoire et j'ai fait, j'ai fait mon cours, mes cours primaires, élémentaires jusqu'au certificat à Gagnois. Donc, je suis effectivement ce qu'on appelle de Gagnois. Je suis dans la pure tradition, un BT de Gagnois, si on veut mettre ça comme ça. Et ensuite, quand j'ai commencé, je voulais, très jeune évidemment, je voulais être un frère du Sacré-Cœur. OK. Donc, il y avait les Canadiens de Montréal qui étaient les frères en Côte d'Ivoire. Et bon, vous savez, quand on est jeune, hein, les affaires de Dieu, on prend ça très à cœur. Donc, moi, je voulais vraiment donner ma vie sérieusement à Dieu. Et puis, bon, mais être frère du Sacré-Cœur, ça ouvrait une porte. Donc, mon père, après mon cours primaire pour aller en sixième, on m'a envoyé à Dalois, où les frères du Sacré-Cœur avaient un super collège qu'on appelle le CMCD. Et le CMCD, je demande aujourd'hui aux gens qui viennent de Dalois, il paraît que ça a été, ça a été transformé en un lycée public, mais je peux leur dire que les arbres qui ont été plantés autour du stade, c'est moi qui les ai plantés avec le frère Albert Paul. Donc, c'était un beau collège, très discipliné. On a été vraiment très bien formés. Et à ce titre-là, je rends hommage à tous ces frères du Sacré-Cœur qui ont donné leur vie. Il y en a beaucoup qui sont morts. Le dernier qui est resté, on l'avait surnommé Toucan, parce que vous savez, en Afrique, hein, les jeunes, on donne souvent des noms aux gens facilement, et qui est encore vivant. Sinon, presque tous les autres sont morts, et la majeure partie de ces frères-là ont été enterrés en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, ils ont bouclé la boucle. Et Aux études primaires à Gagnois, oui, après le secondaire à Dalois. à Uh-huh. Galois, Et oui. ensuite? Donc, je les remercie. Je profite de votre tribune pour les remercier parce que grâce à eux, on a été disciplinés. Hein, disciplinés. C'était l'hygiène, la propreté. Ils nous ont éloignés des choses comme la cigarette, fumer. Donc, on n'a jamais eu le goût d'essayer même la drogue, comme tous les jeunes qui n'ont pas eu d'encadrement. Donc, ils ont représenté pour nous l'encadrement, le second encadrement familial. Et on les remercie beaucoup. Et puis, évidemment, c'était une vie de prière, d'études. On étudiait. Donc, ça a été vraiment une vie d'ascète, des gens très disciplinés. Voilà. Moi, je viens de cette école-là où on a été strictement disciplinés. Voilà. Donc, vous avez fini Ensuite, le secondaire. ouais, donc, après le secondaire, on fait donc le brevet. Et le brevet, après, je vais à Dimokro. Oh, Je vais à la Dimokro Côte d'Ivoire. pour le secondaire. Voilà. Et Okay. le proviseur d'antan, c'était Danon. Je ne sais pas s'il est encore vivant parce que ça fait longtemps. Mais lui aussi, c'était Danon qui était notre proviseur. C'était un BT qui revenait fraîchement de France. Et c'était un grand philosophe, un tout petit bonhomme, avec une grosse barbe. Et bon, on a passé de très bons moments avec lui. Et à Dimonco, ça a été donc la seconde, la première
et puis la terminale. Donc ça a été de très beaux souvenirs aussi. Le souvenir dont je me souviens le plus, c'est que c'est moi qui ai créé le club d'anglais du lycée de Dimokro. Donc ceux qui m'attendent, j'étais l'américain du coin, parce que moi j'étais un féru, j'étais vendu au rêve américain. Donc oui, je m'habillais comme des Américains. Quand on était jeune, on avait de gros afros, là on a tout perdu, là, mais c'est dommage. Mais c'était le gros afro et c'était l'américanisme. C'est-à-dire, moi, j'étais tout en centre culturel américain à Abidjan. Je prenais toutes les revues, les catalogues, je les amenais. Les basketteurs aux États-Unis, on les connaissait par cœur, et etc., etc., etc. Gagnoa, Daloa, Dimokro. Oui, Après Dimokro. Et j'oublie en passant, après Daloa, je suis revenu à Dabou. Non, je suis revenu à Dabou, littéralement, parce que de Daloa, j'ai été recruté pour maintenant être frère du Sacré-Cœur. Donc, de Daloa, ils m'ont parachuté à Dabou. Et de Dabou, quand je suis sorti, non, quand je suis parti de Dabou, je suis venu à Gagnoa, à côté du collège Saint-Jean de Gagnoa, qui est très bien connu, qui était dirigé aussi par des frères. Mais donc, il y avait deux camps. Nous, on était sur la colline à côté de Baruyo. Et là, c'était la vie réellement religieuse. C'est-à-dire, on priait et puis on étudiait, etc. Et puis, bon, moi, après, c'était un chapitre. Bon, à un moment donné, je me suis rendu compte que je préférais mieux être un bon laïc que d'être un mauvais frère. Donc, je suis sorti. Je ne rentrerai pas dans les détails, etc., comment ça s'est passé. Mais donc, je suis sorti et je suis venu donc au collège Saint-Jean de Gagnoa. Voilà. Et là, ça a été l'épopée des basketteurs. Parce que j'étais un basketteur très, très, très reconnu en Côte d'Ivoire. Là, on jouait aux coupes de l'OASU et tout ça. Et puis, on a joué avec contre le lycée classique. Mais on était de grands, grands basketteurs. Là, je salue mes amis et mon frère Thomas Zawi, qu'on appelait Tom Lass. Il y avait Zumboy. Et il y avait moi qu'on appelait Jabo. Jabo Steak. Ça, c'était mon nom au basket. Mais c'était en guise de Jabo Steak, qui est musicien. Il est un grand batteur en Côte d'Ivoire qui, quand on était jeunes, ils étaient venus animer notre bal, notre boom à Gagnoa. Et on était devenus de grands amis. Et quand je l'ai vu jouer au drum, à la batterie, je me suis dit, mais c'est ça, j'aurais aimé faire ça. Et puis bon, lui, il avait habité chez nous, donc on est devenus de grands amis. Et j'avais pris le nom Jabo Steak. Mais en fait, plus tard, le vrai Jabo, c'est normalement la vraie prononciation, c'est Jabo Steaks, qui était le grand batteur de James Brown. Et lui, il a écouté, il a fait la petite histoire parce qu'il dit, si je commence à dire Steaks, ça va être très compliqué pour les Ivoiriens parce qu'ils ne parlent pas habituellement l'anglais. Donc, je vais dire steak. Donc, c'est comme ça que lui, voilà. Donc, ça, c'est la petite histoire derrière ça. Voilà. Donc, voilà tout le parcours. Oui, après Dimokro. Donc, après Dimokro, c'est le bac. Avec succès, il n'y a pas de problème. On a eu le bac sur coup parce qu'on était des grands bosseurs. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un échange. On nous a envoyés à Boaké pour passer le bac à Boaké. Et puis, les professeurs de Boaké sont venus à Dimokro. Voilà. Donc, on était en terre inconnue, mais on a eu de très bonnes notes. On est passé sur. Donc, quand vous avez eu votre bac, vous vous êtes. Donc, maintenant, quand j'ai eu mon bac, évidemment, pour continuer la suite, l'Américain des Américains, ben, il fallait que je vienne en Amérique. Tu comprends? Donc, ma grande motivation d'aller en Amérique, elle avait atteint son apogée, etc. Et mon père et moi, on s'était assis. Bon, en passant, mon père était secrétaire général de la mairie de Gagnoa. Il a été, depuis que le colon M. Vindolé, qui était à la tête de cette ville, est parti. Mais là, mon père avait pris le dessus jusqu'à la fin, en fait, jusque sous Kofi Léon. Mais moi, j'étais déjà parti. Donc, mon père m'avait envoyé en France, en Nancy,
Je suis allé à Nancy, dans l'Alsace-Lorraine. Et puis, je suis resté là pendant au moins, je crois, 4 ou 5, 6 mois, je ne me souviens plus. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé que je ne voulais plus rester en France parce que ça ne me plaisait pas. Moi, c'était vraiment la vérité. Donc, je suis revenu en Côte d'Ivoire et je suis donc un des rares Ivoiriens dans ces années-là que les parents envoyaient en France et qui revenaient parce qu'il ne voulait pas, lui, être en France. Et ça, je le souligne parce que dans ces années-là, tout le monde voulait aller en France. Et puis aujourd'hui, on le voit encore, des jeunes qui prennent la mer, la Méditerranée. Ils meurent dans l'océan. Mais moi, j'étais revenu parce que je m'étais dit, mais je n'ai pas besoin de venir en France parce qu'en Côte d'Ivoire, on singe tellement les Français que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de plus. Donc, ce n'est pas là que je veux rester. Cette mentalité-là, moi, j'étais vraiment amoureux de l'Amérique, la mentalité américaine. Et puis évidemment, l'anglais américain. Voilà. Donc, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et comme j'étais major en anglais, j'avais une bourse, OK? Et donc, j'ai réclamé ma bourse sous, comment il s'appelle, ce proviseur. Il était handicapé un peu, comment, Kipré, monsieur Kipré. Monsieur Kipré, qui était le proviseur en ce moment. Et donc, on m'a restitué ma bourse. Et j'ai donc économisé ma bourse pour venir parce que je n'étais plus en mesure d'aller demander à mon père de me financer encore le voyage pour venir sur l'Amérique. Donc, j'ai économisé ma bourse pendant toute cette année. Et puis, comme j'avais été avec les frères du Sacré-Cœur, il y en avait un que je connaissais, le frère Hervé Provencher, qui était déjà rentré au Canada. Donc, je lui ai écrit et je lui ai demandé s'il pouvait m'inscrire dans les universités canadiennes. Donc, il m'a inscrit à Laval, il m'a inscrit à Sherbrooke, à l'Université de Montréal, et j'avais été inscrit aussi dans une université américaine, la Western University, Oklahoma Northwestern University. J'avais été souscrit. Donc, j'avais une panoplie d'universités que je pouvais choisir. Donc, finalement, quand j'ai reçu toutes ces admissions, je suis allé à l'ambassade du Canada et j'ai posé ma candidature. Ben, évidemment, ils m'ont demandé les fonds, il fallait que j'ai des fonds sur place, etc. Donc, je leur ai dit que bon, mes parents allaient me transférer l'argent. Je suis donc retourné à Gagnois voir mon père et je lui ai dit, bon, écoute, je sais ce que tu vas me dire, je ne te demande pas de me donner de l'argent. Tout ce que je veux, c'est que tu m'écrives une lettre disant que quand j'y serai, tu vas me transférer de l'argent, pas moi. Mais quand je vais y arriver, je vais me débrouiller. Donc, je suis arrivé ici. Bon, je vais vite. Hein. Non, on allait y arriver. Donc, ça veut dire qu'après vos études, donc vous êtes allé en France, vous n'avez pas aimé l'atmosphère, l'environnement en France, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire, vous avez demandé aux frères de vous inscrire dans des universités au Canada, vous avez obtenu des inscriptions et vous êtes au Canada. Exact. Donc, j'ai eu mon visa. Ça a été un autre point aussi parce que j'avais presque pas d'argent, j'avais ma bourse. Donc, la bourse que j'avais économisée, elle représentait presque mon billet aller-retour pour venir au Canada. Alors, je vous compte ça parce que ça, c'est quand même assez particulier. Combien d'années que vous êtes arrivé au Canada? Donc, vous êtes arrivé au Canada pour vos études universitaires en quelle année? Je suis arrivé dans les années 75. Okay? Donc, ça fait très longtemps que je suis là. Alors, quand on parle des doyens, je suis un des doyens. Alors, donc, quand vous arrivez au Canada, quel est le constat que vous faites? Bon, ben, quand on arrive dans ces années-là au Canada, c'est un peu l'euphorie parce que le climat est différent. Hein, le climat est différent, le paysage est différent. Tout est démesuré, c'est grand, les routes, les maisons, la neige, on découvre la neige pour la première fois. C'est vraiment merveilleux. Ça, nous, on était jeunes, pleins de vie, etc. On était les étudiants. Okay, il y avait une assez bonne communauté d'étudiants ivoiriens qui étaient boursiers. Donc, on était tous ensemble.
On découvrait le Canada. On découvrait vraiment le Canada. La vie était belle. Ça c'est ce que je peux dire. Okay? Les jeunes filles sur le campus, etc. Ça a été des moments idylliques, un peu la grande découverte. Voilà. Okay. Voilà, la grande découverte. Quand Et vous puis les regardez, études. Et là, quand vous regardez en arrière, votre Ouais, parcours, est-ce que ouais. vous voyez des défis? Comment est-ce que vous les avez surmontés, ces défis? Ben, les défis, moi, j'ai été vraiment, comment je dirais, quelqu'un qui n'a pas suivi un système, un parcours classique parce que je n'ai pas eu de bourse. Donc, j'ai été obligé de travailler pour payer mes études. Voilà. On a travaillé dans les grands restaurants de Québec. Là, il y avait un Français qui tenait le restaurant. Et parce qu'on n'avait pas le droit de travailler. Donc, il nous a permis de travailler, etc., pour payer nos études. Parce qu'on ne recevait pas d'argent de nos parents, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, ça a été ça. Donc, ça m'a permis tout de suite d'être très débrouillard. C'est-à-dire, dès que je suis arrivé sur le campus, je me suis fait des amis et il y avait, je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait un monsieur canadien qui m'avait beaucoup apprécié et il m'avait donné la charge d'opérer la coop de l'université. Ça, c'est un peu comme l'épicerie de l'université où tous les étudiants. Donc, c'était moi qui étais à la barre. Et puis, bon, après la deuxième année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on m'a dit que je ne pouvais plus travailler là et puis, etc. Donc, le maquis, nous, on appelait ça le maquis. Le maquis a continué. C'est-à-dire, tu travailles ici, tu travailles un peu au restaurant. Après ça, j'allais aux États-Unis, où je travaillais presque tout l'été. Je faisais deux emplois, et dans la construction, et dans la restauration, pour amasser suffisamment d'argent, pour revenir au Canada et payer mes études. Donc, je n'ai jamais eu de bourse. On a travaillé extrêmement. Et j'avais même oublié de prendre les prêts et bourses. Tellement on était dans le mouvement de se faire nous-mêmes. Donc, moi, je cognais à toutes les portes, etc., pour pouvoir gagner quelque chose et payer mes études. Alors, donc, vous vous battez comme vous pouvez pour financer Exact, vous-même vos études exact, universitaires. Et donc, exact. quand vous finissez vos études universitaires, d'ailleurs, dans quel secteur est-ce que vous avez fait vos études universitaires? Vous avez quoi? J'ai fait mes études en sciences économiques et en relations industrielles. Sciences J'ai fait économiques aussi, et relations ouais, industrielles. Et donc, vous et finissez vos études. ouais, j'ai fait un certificat à l'Université Laval en linguistique anglaise. Linguistique Donc, anglaise, parce que vous aimez beaucoup la langue anglaise et que toujours, voilà. Donc, l'Amérique et vous, là, c'était un c'était le grand amour fusionnel. Donc, après vos études universitaires, vous entrez dans le monde professionnel. Comment est-ce exact. que ça se passe? Donc, ça, c'est là le hic. Alors, et pour les jeunes qui m'écoutent et les nouveaux arrivants, parce que je vois que beaucoup repartent aujourd'hui, quittent le Canada, les raisons pour lesquelles je quitte le Canada, c'est vrai. Ça, c'est une partie de notre histoire qu'on ne nous explique pas quand tu viens au Canada, etc. Tu l'apprends par toi-même. Donc, et aujourd'hui, je peux même dire que vous êtes très chanceux parce que c'est beaucoup plus ouvert. Vous avez des emplois, ce qui n'était pas le cas, surtout à Québec. Québec, Montréal et tout ça, c'était très difficile. Pourquoi? On a compris plus tard, c'est que le gouvernement canadien était en train de former, si vous voulez, l'élite des jeunes Canadiens qu'ils allaient intégrer dans les. Donc, nous qui étions des immigrants, on était très brillants, parce que bon, même on le voyait à la fac. Nous, on parlait, d'abord, on était très volubile au niveau du français, on s'exprimait très bien, ce qui n'était pas le cas de la majorité des Québécois, donc, etc. Alors, les études n'ont pas tellement été une difficulté parce que le bac en Côte d'Ivoire, dans nos pays, c'est un cours, c'est un cursus qui nous prépare réellement à assimiler beaucoup plus vite, et puis, etc. Donc, quand on a fini,
on a appliqué comme tout le monde. Mais on s'est rendu compte que les portes ne s'ouvraient pas. Les portes ne s'ouvraient pas. Quand tu envoies au-dessus de 1000 CV et puis que tu ne reçois rien, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes ailleurs, parce qu'en attendant, il faut que tu vives. J'allais y arriver. Comment vous faisiez pour vivre alors si vous n'avez pas de... Moi, je suis rentré dans la vente. Parce que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, ben, puisqu'ils ne veulent pas nous engager, bon, je vais faire la différence avec mon talent, avec ce que je suis capable de faire. Je vais donc prendre le taureau par les cornes, et puis je vais commencer à me débrouiller. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la vente. Donc, j'ai commencé dans les assurances. Les assurances, ben, ils te payent souvent la commission ou bien des avances de commission. Donc, ils sont ouverts, surtout. Tu es diplômé, ils voient que tu es tu as beaucoup d'entre-gens, etc. Donc, tu te prends jeune, etc. Donc, je suis rentré dans la compagnie, dans le temps, on l'appelait Alliance Assurance Vie. Ils ont fusionné plus tard avec l'industriel. OK. C'est ça. Alliance industrielle. Donc, nous, on était les premiers. Et j'avais reçu une très belle formation. Et donc, j'ai commencé dans les assurances et je réussissais très bien, très, très bien. Et dans la deuxième année, ma voiture, bon, je m'étais marié entre-temps, donc ma voiture, qui était la voiture de ma femme dans le temps, a eu une panne, etc. Donc, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué, donc je leur ai demandé de me financer pour, pour acheter une voiture. Et ils m'ont dit, ah, là, on est désolé, bah, parce que pour qu'on vous finance, il faut que vous fassiez au moins 3 ans dans la compagnie. Et j'étais le meilleur vendeur de la succursale dans ce mois-là. Parce que j'ai fermé toutes mes polices que j'avais déjà souscrites. Je suis allé les livrer maintenant en autobus. Parce que je n'avais pas de voiture. La voiture était en place. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Donc, je suis sorti de l'assurance. Et là, je suis allé dans une autre compagnie américaine qu'on appelait Filter Queen. Voilà. Donc, ça, c'était un appareil sanitaire qu'on vendait qui était doublé d'un purificateur et d'un système de nettoyage. Et ça, je peux te dire que ça a été la plus dure école, mais ça a été l'école la plus formatrice en termes de vente. Parce que là, on était vraiment entraînés comme des militaires et on était strictement payé à commission. Voilà. Donc, j'ai fait mes échelons dedans, de vendeur jusqu'à ce que je sois directeur des ventes, directeur régional, etc. Je voyageais un peu partout. La petite anecdote, c'est que je voyageais tellement que j'avais acheté dans le temps une Honda Accord. C'était les premiers modèles qui venaient de sortir dans ces années-là. Vous imaginez, en un an, j'ai mis 100 000 kilomètres dessus. Toute neuve, je te parle. Donc, ça vous donne une idée comment j'ai voyagé, etc., etc. Bon, voilà. Donc, je fais Filter Queen. Et ensuite, après Filter Queen, je monte. Là, j'étais maintenant à Montréal, je n'étais plus à Québec. Okay? J'avais déménagé à Montréal parce que le siège social, notre siège social était là et je m'occupais d'Ottawa, Québec, évidemment, et la région de Montréal, etc. Donc, je viens donc j'étais donc établi à Montréal. Voilà. Voilà. Et à quel moment est-ce que vous vous rendez maintenant à Toronto? Comment est-ce que bon, alors, donc, avant d'aller à Toronto, j'ai donc quitté Québec, Montréal, ok, suite quand la compagnie c'est-à-dire la division du Canada s'est démantelée, si je peux dire ça, parce qu'il y avait une politique qui avait été mise en place et puis les distributeurs ne se sont pas attendus. Donc, nous, on représentait le Québec et surtout Québec et Montréal. Ça, c'était notre division. Donc, suite à ça, j'étais sans emploi maintenant, donc il fallait reconsidérer les choses. Donc, je suis allé aux États-Unis. Okay, bon, je coupe certains pans parce que là, j'ai essayé de créer une compagnie avec un ami.
On ne s'est pas attendu. Et puis bon, après ça, je suis allé aux États-Unis. Donc, j'étais dans la région de Washington, D.C. Et là, c'est là que j'ai été présenté au monde de la distribution des produits tropicaux. Donc, j'ai travaillé aux États-Unis pour une compagnie qu'on appelait Food Distributors, qui importait tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le marché. Je les avais déjà vendus aux États-Unis, les Ignam, Pona, de la Tchéquée qui venaient. Il y avait même une compagnie qui distribuait, qui venait de la Côte d'Ivoire, qu'on appelait Marguerite dans le temps. Et je leur avais conseillé de changer leur packaging parce que moi, je voyageais presque à travers tous les États-Unis, à l'exception de la côte ouest. Mais j'ai fait toute la côte est, de Chicago, de New York, jusqu'à Miami, en passant par le Texas et tout ça. Je suis un peu allé partout, aller rencontrer les gens dans les produce centers pour présenter ces produits-là. Donc ça a été une très belle expérience. Et comme je dis, si le 9/11 était arrivé plus tôt, peut-être moi je serais parti avec, parce que toutes les 2 semaines, j'étais sur American Airlines. Okay. Toutes les 2 semaines. Est-ce que au niveau de Food Distributor, vous procédiez depuis le départ, parce que c'est des produits tropicaux, donc est-ce que c'est des produits, par exemple, que vous preniez des pays tropicaux, donc de l'Afrique, et puis que vous acheminiez aux États-Unis et que vous distribuez? Tout à fait. On était basé à Washington, D.C., précisément dans la région du Maryland. Okay? On était dans la région de Adelphi, Maryland. Donc, Food Distributor était basé là. Et c'était le premier comptoir, en fait, de distribution, un des premiers, sinon le premier, je veux dire le premier même, de distribution des produits africains. Donc, j'avais les produits de Blue Horn qui étaient là. Et une fois, le directeur des ventes de Blue Horn était venu nous rendre visite et tout ça. Mais nous, on distribuait leurs produits. Et c'était moi le directeur des ventes. Donc, j'allais partout. J'allais partout. Ça m'a intéressé parce que j'ai eu déjà à communiquer avec des personnes qui étaient soit ici au Canada, mais qui étaient dans la distribution de produits tropicaux, ou qui sont en Afrique aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et qui essaient de déployer leur système en Amérique du Nord. Mais ce que j'avais retenu de ces entrevues-là, c'est que ça ne se passait pas bien. C'est-à-dire que les personnes avaient comme de la difficulté, par exemple, pour celui qui est en Côte d'Ivoire, qui achète des choses au Canada, il y a toujours un problème au niveau de celui qui réceptionne et qui doit remettre les affaires aux personnes qui ont passé les commandes. Donc, à ce niveau-là, quel conseil vous pourriez donner, par exemple, à vos jeunes frères qui se lancent dans la logistique ou la distribution de produits tropicaux, soit ici au Canada ou soit à partir de la Côte d'Ivoire? Pas seulement de produits tropicaux, mais qui font... tu veux rentrer dans le négoce. Ça. Oui, parce que ça, j'ai fait des cours dedans aussi avec le gouvernement du Canada, donc de négociants. Okay? C'est ce qu'on appelle l'import-export, le trading et tout ça. Bon, ben, je suis très bien placé pour en parler parce que ça, c'est un peu un domaine de prédilection. Donc, le problème qu'on rencontre avec les pays africains, et jusqu'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas capables d'être constants pour fournir les produits. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus maintenant. Là ça s'est amélioré un peu parce que ce que les gens font aujourd'hui, les Nigérians, les Ghanéens, tout ça, c'est qu'ils amènent eux-mêmes leurs produits. Ils ont un magasin où ils vendent des produits et puis ils font du gros à peu près. Donc, ça réduit leur risque. C'est-à-dire qu'ils amènent les produits d'abord pour eux-mêmes, pour leur magasin, pour alimenter leur magasin. Donc, quand vous allez sur Jane, ce sont ces magasins-là auxquels vous avez affaire. Vous allez là pour acheter vos trucs. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et dans ce sens-là, ils s'assurent d'amener leurs produits. Les Nigérians font la même chose. Mais dans le milieu de l'export-import, où vous avez, par exemple, un distributeur et vous avez un exportateur, disons en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu un problème
parce que les gens ne sont pas constants en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ne sont pas constants pour alimenter régulièrement le distributeur ou l'importateur canadien. Ça, c'est la première difficulté qu'on a. La deuxième difficulté, c'est que quand ils amènent les produits, l'emballage et le contenu des produits ne sont pas complètement au point. Parce que si vous prenez de la tchéké, vous avez toujours un peu de sable dedans. Bon, il y en a, je ne veux pas tous les mettre à terre, mais la majeure partie de ces produits-là, il y a quelque chose dedans, il y a du sable un peu. Ça, c'est un autre point parce que le conditionnement chez nous ne se fait pas dans des normes encore assez rigides, je devrais dire. Donc, ça, c'est le problème. Et ça rend un peu les choses très difficiles pour les gens qui sont ici, qui sont dans la distribution, parce que, bon, là, je saute un peu j'anticipe sur vos questions. Parce que moi, aujourd'hui, je me suis dit, après tout mon parcours de combattant, à force d'avoir, parce qu'il y a une dimension dont je ne vous ai pas parlé, c'est les matériaux de construction que j'ai fait aussi. Je suis passé par ce domaine-là. C'est-à-dire, quand j'ai eu fini avec la nourriture aux États-Unis, je voulais rentrer en Côte d'Ivoire dans les années 97. Je suis allé en Côte d'Ivoire avec un conteneur de 40 pieds, bourré de toutes sortes de choses. J'avais des vêtements dedans, j'avais des ordinateurs, j'avais des photocopieurs dedans. On l'a rempli, le conteneur. Et on voulait le vendre tel qu'il est. Mais arrivé sur place, et c'était du temps de Bédier, je crois, pour sortir ce conteneur du port, c'est la misère. On te demande 1 million de francs aujourd'hui, le lendemain c'est 500 000. Donc on a tourné en rond comme ça. Les gars nous ont pris presque tout ce qu'on avait. Et quand on a sorti le conteneur, ça a été des histoires. Moi j'avais demandé à ce qu'on le vende, le conteneur tel qu'il est, et qu'on prenne ce montant d'argent-là pour aller en Chine, pour faire venir de la marchandise. Mais finalement, c'était faire fausse route parce que la mentalité est complètement différente. Donc, quand je suis arrivé, parce que moi, je n'étais pas retourné en Afrique depuis toutes ces années-là, donc je ne comprenais pas. Donc, mon partenaire, qui était un jeune Ivoirien, la famille s'en est mêlée, et puis, etc. La nuit, les gars prenaient les équipements et ils les déplaçaient, etc. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai tout laissé tomber et je suis revenu au Canada. Et j'ai mis une croix sur le pays. J'ai mis une croix sur le pays. Donc, ça, c'est les aventures des affaires et un peu de la mentalité au pays. Bon, on me dit aujourd'hui que les choses se sont améliorées. Ben, c'est à voir parce que je ne suis pas retourné depuis ce temps. Donc, pour se résumer, pour répondre à votre question, c'est ça. La difficulté, c'est ça. C'est d'avoir une constance. Il faut que les exportateurs dans nos pays s'arrangent pour bien conditionner les produits, l'emballage, qu'ils fassent les traductions, parce qu'ici, ça marche dans les deux langues, surtout au Canada. Aux États-Unis, bon, ça va, c'est une langue. Et que le produit soit bien emballé et qu'il n'y ait pas de défauts dedans, comme par exemple la tchéké où il y a du sable un peu, etc. Comment on appelle ça, le mil aussi, le mil. Ça, c'est tous des produits ils doivent s'améliorer. Ils doivent s'améliorer énormément pour nous présenter des produits convenables et des produits impeccables. Ça, c'est important. Et d'être consistant. Ouais. Alors, maintenant, je veux qu'on parle de l'entrepreneur. Je sais que vous évoluez dans le domaine de la nutrition, dans le domaine des tisanes. Et donc, j'aimerais que vous nous partagiez un peu comment est-ce que c'est né, cette idée de vous investir dans les questions qui sont liées à la diète, à la nutrition. Ah, bon, d'accord. Alors, c'est les circonstances de la vie. Vous savez, quand vous avez suivi un peu tout ce que je vous ai dit, c'est que j'ai vécu avec beaucoup de stress dans ma vie. Ça a
ça a été un parcours très, très, très difficile. Et même aujourd'hui, je travaille encore comme les jeunes qui ont 30 ans. 30 ans hein. Nous, on n'a plus 30 ans. Mais on travaille au même rythme. Parce que si tu arrêtes, tout s'écoule autour de toi. Donc, de tout ça, je m'étais dit, bon, comme j'ai passé le plus clair de ma carrière dans la vente, il y a deux choses que je veux faire. Les gens mangent et les gens doivent habiter quelque part. Donc, mon parcours m'a amené à condenser l'expérience de ces deux secteurs, c'est-à-dire les pierres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, j'ai passé presque 15 à 20 ans dans la commercialisation de ce qu'on appelle les pierres stone veneer. Ça, ce sont des pierres décoratives. C'est-à-dire, quand vous construisez une maison, vous êtes obligé d'embellir l'extérieur et puis l'intérieur. Mais c'est là que nous intervenons. Donc, je suis un spécialiste dans ce domaine. Et puis, la nourriture, dans la distribution de la nourriture. Donc, je me suis dit, je vais m'intéresser à la distribution de la nourriture parce que les gens mangent. Donc, c'est un secteur qui va toujours évoluer. Voilà. C'est comme ça que j'ai choisi les deux domaines. Donc, aujourd'hui, j'ai deux compagnies. J'ai une qui s'occupe du trade, qui s'occupe des pierres en même temps. Donc, je fais la vente pour ça. Et puis, j'ai aujourd'hui LNB, International Food Distributors, qui, eux, ont fait venir des produits de différents pays. Présentement, on a des produits qui nous viennent du Sri Lanka, où on a des thés, on a des sardines. Je pense que j'ai les meilleures sardines sur le marché, en tout cas, par rapport au Titus. J'ai des sardines qui nous viennent du Maroc. Mais qui, non, je ne dis pas ça pour mettre les Titus à terre, mais quand vous goûtez mes sardines, vous allez changer. Ça, c'est sûr. Donc, il y a des amis qui m'ont dit, ah oui, mais c'est comme toutes les autres sardines. Mais quand ils les ont goûtées, il y en a qui achètent maintenant des caisses. Okay. Pour la maison, là. Je ne parle pas des magasins. Donc, ça, on a des sardines. On a des huiles organiques de coco. Et tout ça, ça vient du Sri Lanka. Là, bientôt, on va faire venir du thé de gingembre de l'Indonésie pour cette année. Et puis, on est en train de fabriquer du gingembre, un gingembre dans lequel il n'y aura pas d'additifs, ok, et il n'y aura pas d'eau. On va prendre le gingembre pur parce qu'il y a eu une grande demande pour le gingembre sur le marché. Donc, et puis, ça sera aromatisé avec du sucre, comment on appelle ça, canne à sucre. Okay? Donc, je te ferai goûter quand ça va être un super, super produit parce que c'est moi qui l'ai conçu. C'est moi-même qui l'ai conçu. Donc, ça, là, vous avez deux entreprises, une qui est dans le trade des pierres, là, et puis une autre qui est dans le domaine de l'alimentaire, donc vous recevez des produits de différents pays. J'ai entendu Sri Lanka, Indonésie, de Costa Rica, on a Costa des Rica. plantains, on a des plantains, je vous ferai goûter aussi. Okay. Et bientôt, on va recevoir des produits de l'Équateur, Ecuador. Équateur. Ecuador. Ça sera des chips aussi qu'on a sous notre propre marque. Voilà, qui vont Alors maintenant, je veux qu'on parle de ce mois de février. C'est le mois que on connaît. N'oubliez pas le pont de la santé, parce que ça, c'est important. Alors, parlez-nous donc de la santé, oui, parce que la nutrition et la santé, il n'y a qu'un pas là. Exact. Alors, moi, je suis arrivé à la nutrition, c'est quand j'ai eu un cancer. Okay? J'ai donc eu un cancer et heureusement que je lisais énormément. Et donc, je demande aux frères et aux sœurs, aux plus jeunes, il faut lire énormément quand on est dans ce pays-là parce que ça peut vous sauver de beaucoup de choses. Si je n'avais pas lu, je me serais précipité à l'hôpital et puis on m'aurait fait une chirurgie ou bien on m'aurait fait de la chimiothérapie ou bien de la radiation et je peux vous garantir que je ne serai plus là. Voilà. Donc, quand on m'a détecté ce cancer,
les médecins m'ont dit, bah, les possibilités que vous avez, on peut vous faire une opération, mais si on vous fait une opération, voilà ce qui va arriver, et on peut vous faire une radiation et la chimio. Alors, je leur ai dit, ben, moi, je ne suis pas intéressé par les trois options. Et je leur ai demandé, j'ai dit, mais hormis ces trois possibilités, qu'est-ce que vous avez étudié dans votre cursus voilà, médical qui vous permet de soigner cette condition que j'ai autrement. Ils ont dit non, on n'a rien d'autre. Donc, je leur ai dit, bon, mais d'accord, quand j'aurai besoin de vous, je vais revenir. Donc, je me suis donc formé, j'ai commencé à lire sur la génétique, d'abord, les cellules, comment ça fonctionne, etc., etc. Et de lecture en lecture, je suis commencé à lire sur les cellules, comment ça fonctionne. Donc, je me suis éduqué moi-même pour arriver à comprendre comment le système fonctionnait et surtout le système digestif, comment il fonctionne. Parce que 70% de notre système immunitaire est dans notre système digestif, qui lui est régulé par le pancréas. Donc, tout ce qu'on mange, que ce soit des protéines, que ce soit des carbohydrates, ou bien que ce soit des lipides, le breakdown se fait grâce au pancréas qui, lui, émet des hormones. Il en met 3 qui font le breakdown de ces 3 éléments-là, de ces 3 aliments que je viens de citer. Donc, si vous ne vous occupez pas de votre nutrition, il y a de très fortes chances que vous développiez des maladies comme les maladies rénaux, cardiovasculaires, le cancer et le foie. Le foie. Voilà. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important de comprendre comment manger. Maintenant, pour aller vite, comment manger, ce n'est pas seulement de préparer. Parce que si je demande à 10 femmes demain matin, ou bien, puisqu'on parle de la communauté, je demande à 10 jeunes filles africaines quelles sont les techniques de cuisson. Je suis sûr que les 10 ne sauront pas. C'est grave. Donc, l'information est là. Mais comme les gens ne lisent pas, ils ne savent pas. Alors, la façon dont vous faites cuire vos aliments joue un grand rôle parce que vous ne pourriez jamais avoir vous ne recevez pas les nutriments si vous préparez la nourriture d'une certaine façon. C'est-à-dire toute la nourriture qui est chauffée à blanc, il est hors de question. Il faut la technique, je vous la donne, la technique des techniques de cuisson, c'est toujours de préparer à feu très doux, très bas. Rien d'autre. Tout ce que vous faites, c'est mieux de commencer plus tôt, mais préparer lentement. D'ailleurs, c'est un principe dans la vie. Tout ce qu'on fait dans la vie, on commence toujours lentement. Même si vous avez une voiture qui va à 240 km à l'heure ou bien à 300 km à l'heure, quand vous la démarrez, elle ne saute pas à 300 km à l'heure. Vous y allez tranquillement, progressivement, et puis elle va atteindre sa vitesse de croisière. Mais la nourriture, c'est pareil, parce qu'elle vit. OK? Donc, il ne faut pas la brusquer. Et quand vous la brusquez, vous la chauffez trop, mais il y a des réactions chimiques qui vont se passer avec ça, c'est un beau bisou. Avec des réactions chimiques qui vont se passer avec la chaleur, qui vont altérer la nourriture, qui vont l'empoisonner. Ça, c'est un. Et puis, de deux, les nutriments dont vous avez besoin se sont évaporés. Donc, en fait, vous mangez, mais vous ne nourrissez pas le corps. J'adore ce que vous êtes en train de dire et je pense que ça va faire l'objet d'une interview spéciale sur comprendre le système, la nutrition, les techniques de cuisson, le système digestif. Comment est-ce qu'on peut profiter des aliments là? On va en faire une émission spéciale. Exact. Okay? Et je suis en chair parce que
pourquoi je suis arrivé à faire ça, à développer. J'ai développé un cours que je vais bientôt terminer de 12 modules. C'est parce que justement, tout ce parcours de la maladie que j'ai eue, comment moi-même, d'abord psychologiquement, j'ai pas, parce que je suis un combattant, donc j'ai pas eu peur. Je me suis dit, je vais guérir, comme je faisais dans la vente. Je vais faire la vente. C'est la même attitude. Donc, j'ai pas eu peur. Je ne me suis pas précipité à l'hôpital pour me donner comme ça aux gens, parce que c'est mort. Je ne serais pas là, ça, je vous le dis. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont morts, qui ont eu la même chose en même temps que moi, et je leur ai dit de suivre ce que je faisais. Ils ont dit non, mais ils sont partis. Donc, ce que vous dites, c'est extrêmement important. C'est ma plus grande motivation aujourd'hui. En fait, c'est ce que je veux léguer à la communauté. Parce que c'est dommage de voir de jeunes gens, de jeunes filles, ou même des adultes qui partent pour rien, quand ils pourraient ajouter quelques années sur leur vie, sur cette terre. On sait tous qu'on va un jour mourir, mais si on peut au moins profiter et comprendre comment il faut manger pour perdurer, ça c'est une chose. Et éviter de souffrir énormément. J'ai eu un de mes oncles qui est mort, et il est mort, il a fait un truc, comment on appelle, un AVC, il avait les reins il était sous dialyse en même temps, et il avait le foie qui était complètement... Mais c'est beaucoup de souffrance quand vous regardez tout ça. On peut éviter ça avec les connaissances. Donc, oui, comme vous dites, ça c'est un mot. Très prochainement, là, on va faire une émission spéciale sur comment manger pour vivre longtemps, pour optimiser ses chances. Quels sont les mélanges à faire? Quels sont les mélanges à faire? Les combinaisons, là. À quelle heure il ne faut pas manger? Il y a tout ça. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il faut boire? Comment il faut boire et tout ça. Exact. Alors, donc, revenons maintenant au mois de février. C'est un mois qui est dédié à l'histoire des peuples noirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoute, comme vous savez, moi, je suis un peu tout azimut au niveau de la géopolitique, de la compréhension du mal qui frappe notre continent et les peuples africains. Si dans l'histoire du monde, il y a des gens qui ont été vraiment opprimés et qu'on a systématiquement détruits, c'est bien les Noirs. C'est bien les Noirs, mais parce que nous étions les premiers sur la Terre. Alors, pour moi, j'ai une différente perception de ces choses-là. C'est-à-dire, ça relègue de ce que j'appellerais de la méthode de ceux qui ont les rênes du monde aujourd'hui. Et on nous donne quand nos ancêtres ont été les premiers sur la Terre et qu'ils étaient partout, sur toute la surface de la Terre, je trouve ça un peu ridicule qu'on dise qu'on a un mois, on nous dédie un mois. Moi, je pense que tous les mois tous les mois de l'année sont les mois des gens que j'appelle les gens de la mélanine. Je ne veux même plus dire aujourd'hui le terme noir, parce que qui a décidé qu'on est noir? Alors ça rentre dans une rubrique du conditionnement de l'homme original, qui étaient nos ancêtres. On nous conditionne à un mois qu'on nous donne, un petit mois, et pendant ces mois-là, qu'est-ce qu'on montre? On ne montre pas la valeur de nos ancêtres. On ne montre pas, on nous montre des choses, par exemple, on nous rappelle l'esclavage. On nous rappelle des images qui nous diminuent pendant ce mois-là. Okay? Ou bien on est relégué à des choses de fête, de la danse, et puis de la musique. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus que ça. Donc, moi, on le fait parce que, bon, les gens célèbrent parce qu'ils ont le mois, mais je pense qu'on doit aller au-delà de ça. C'est ma question. Donc là, qu'est-ce que vous vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour... Voilà, je propose, et comme je l'ai dit dernièrement, sur votre invitation à la petite rencontre que nous avons eue, moi, ce que je propose, c'est un mois dans lequel vous devez vraiment inviter les gens qui sont connaissants de notre histoire.
pour nous instruire sur qui nous sommes. Tu vois? Il faut qu'on comprenne d'où on vient, parce que si je vous dis, là, science tenante, je vous dis, il y a 300 trillions d'années, qu'est-ce qui existait avant Jésus-Christ? Il n'y a aucun scientifique qui peut répondre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait Dieu. Pour ceux qui croient, Dieu existait. Donc, c'est le commencement. Bon, quand vous allez dans la littérature, dans le monde entier, scientifique ou bien spirituel, qu'est-ce que les gens vous disent? Le premier être qui a été créé et qui était sur la terre, on parle de qui? Il était en Afrique. Il était en Afrique. Bon, donc, s'il était en Afrique, il ne peut pas avoir été le premier et n'avoir rien fait dans le monde. On appelle ça une déduction logique, raisonnement par déduction logique. C'est très simple. Donc, ce gars-là, avant que ceux qui prétendent aujourd'hui amener une civilisation, ou bien qui ont amené des religions auxquelles tous les Noirs, pas les Noirs, les gens de la mélanine ont épousé, moi je dis, c'est leur inclinaison naturelle envers celui dont ils ont émané les premiers, qui font que nos gens s'intéressent aux religions. Parce qu'on n'a pas besoin de religion, on a besoin de spiritualité. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est une période où il faut réellement ressortir la valeur de ce que nous avons fait par le passé et de combler le mal de désunion dans lequel nous sommes maintenus. Parce que si c'était si facile que ça, tout le monde, on sait bien beau de lancer la pierre au noir, du moins à l'homme original, mais il faut éduquer les gens. Parce que la responsabilité d'éduquer une grande collectivité sur le plan sociologique ou social appartient à ceux à qui on donne les rênes de nos pays, c'est-à-dire nos gouvernants. Mais parce que si nos gouvernants ne font pas le travail au niveau collectif, ça sera difficile que les gens aient réellement l'information et qu'on nous amène vers une union. Donc, l'union est faussée parce qu'il y a trop de divisions. Et il y a des gens qui nous gouvernent aujourd'hui qui eux-mêmes sont gouvernés par d'autres gens de l'extérieur. Et ça, il est important qu'on le comprenne parce que souvent on a des débats à tout casser, mais il faut qu'on remonte à ceux qui tirent réellement sur les ficelles. Est-ce que c'est vraiment nos gouvernants? Est-ce que c'est vraiment la France? Mais c'est qui le fait? Pendant ces périodes de temps, on a des gens qui savent, des connaissants qu'on peut inviter pour pouvoir parler de ces sujets-là, pour qu'on puisse réellement ouvrir l'esprit des gens et que les gens comprennent d'où ils viennent, d'où vient leur mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a des soi-disant intellectuels même, des gens avec de gros diplômes, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils citent encore des philosophes français. Ils citent tout le monde. Mais ils sont à l'origine de tout ça. Maslow qui parle de la pyramide. De la pyramide de la consommation ou bien de l'évolution, etc. Mais où est-ce qu'il a pris ça? Où est-ce qu'il a pris ça? Quand on remonte, on sait d'où ça vient. Donc, de façon empirique, nos parents savaient des choses. Mais quand tu as connu l'emprise de la religion, tu as connu l'emprise de la colonisation, tu as connu l'emprise d'une démocratie tronquée, ok? Parce qu'on nous a parlé de démocratie, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de démocratie, ok? Donc, et quand tu te rends compte de ce qui se passe aujourd'hui, il est important que ça soit expliqué, surtout à nos jeunes et même aux parents, parce qu'il y a un déficit au niveau des parents, parce qu'eux-mêmes, ils sont victimes. Les gens sont relativement jeunes, à 50 ans aujourd'hui, mais ça veut dire que vos parents étaient dans la colonisation, ou bien ils sont arrivés vers la fin de la colonisation, et leur Dieu, c'était qui? C'était l'école du blanc.
Donc, ils vous ont envoyé à l'école du blanc. Quand vous revenez de l'école du blanc, ils vous appellent même le blanc. Mais ça veut dire qu'ils ne vous ont rien transmis d'autre que ce qu'on leur a mis dans la tête. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut que le déficit, le On déficit se réapproprie nous-mêmes notre propre histoire, qu'on connaisse qui on est véritablement, qu'on retourne, qu'on déconstruise ce qui a été construit, qui est basé sur du faux, qui est basé sur du mensonge, qui est basé sur ce que l'on veut que l'on adopte. Donc, on déconstruit cela pour se reconstruire à partir de qui nous sommes véritablement. À partir de là, on pourra évoluer. Alors, je voulais vous dire merci pour cette interview. Je pense que si on devait parler, là, on pourrait passer toute la nuit. On pourrait même aller jusqu'à demain. Mais je pense qu'on on va clore pour ce soir et puis on va certainement se retrouver très prochainement pour avoir une session spéciale sur la nutrition et les questions de santé. Et peut-être qu'on aura aussi une autre occasion de parler de notre identité, d'où on vient. On va essayer de rentrer en contact avec des personnes, des sachants, qui vont venir nous édifier sur qui nous sommes, notre parcours, et puis comme ça, ouvrir l'esprit des uns et des autres. Donc, je recevais Monsieur Romain Gérard Léby ce soir en tant qu'aîné, en tant que personne ressource, parce qu'il a une très grande expérience de la vie au Canada. Donc, il nous a partagé son parcours, il nous a partagé ses défis, ses écueils, et on a parlé aussi du mois de février qui, au Canada, est dédié à l'histoire du mois des Noirs. Un dernier mot pour terminer, à l'endroit spécialement peut-être des jeunes adultes. Alors, d'abord, je vous remercie à nouveau pour cette opportunité et à tous les jeunes, à toutes les jeunes filles, à tous les frères, à tous les compatriotes qui sont au Canada. Moi, le message que je leur lance, c'est bien, l'argent, c'est bon, on veut s'enrichir tous pour mener une belle vie, mais il n'y a pas que l'argent, ok? Je pense que la vraie richesse, c'est la connaissance. Parce que quand vous avez la connaissance, partout où vous allez, vous pouvez toujours faire de l'argent. Okay? Parce que quand vous êtes quelque part, que vous pouvez alléger, par exemple, le poids que les gens ont, soit au niveau d'une maladie, vous pouvez leur donner des conseils, vous pouvez faire de l'argent. Vous allez vous faire des amis, ça va vous ouvrir des portes, etc. Donc, il faut bien faire ce que nous faisons, mais tout en le faisant, il faut comprendre le système dans lequel nous sommes. Parce que le système nous leurre. Même l'école à laquelle nous sommes allés, on sort de l'école souvent, de ces écoles-là où on dit, ouais, si tu as tel diplôme, ben, c'est très difficile pour la majorité d'entre nous de se placer. Et les gens qui partent du Canada, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils sont déçus. Ils pensaient qu'ils venaient dans un pays qui était si ouvert que ça. Ils se rendent compte que ce n'est pas exactement ce à quoi ils ont rêvé. Donc, il faut lire. Ça, il faut vraiment se former individuellement. Parce que tout ce qui est écrit là, tout ce que vous attendez à la télévision, et puis etc., ça, c'est la surface. Mais il y a les informations souterraines, les vraies informations. Il faut aller les chercher pour ne pas marcher dans ce monde-là comme des ignorants, c'est-à-dire des gens fonctionnels qui fonctionnent ils ont des diplômes, mais en fait, ils ne savent pas ce qui se passe. Et on nous manipule. Et il y a un grand nombre de soi-disant de nos intellectuels qui sont dans ce carcan-là de réflexion. C'est-à-dire, ils discutent en termes de diplôme, ils discutent, mais c'est en surface, ils ne vont pas au fond. Donc, moi, je convie les gens à s'informer, à chercher la vraie information, qui fait des sous-hommes, des esclaves modernes, ok? Parce qu'aujourd'hui, on s'amène nous-mêmes, on prend l'avion et puis on vient. Avant, on attrapait nos parents pour les amener.
Et quand vous arrivez, cherchez, oui, on les attrapait dans les champs, on les mettait dans les bateaux et puis on les amenait. Mais nous, aujourd'hui, on traverse l'océan, on est prêt même à mourir dans l'océan. Mais il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Et quand on vient ici, il faut qu'on reparte avec cette humilité. Il ne faut pas repartir dans nos pays et puis dire que bon, on sait tout et puis frimer devant les gens et ne pas leur dire les choses telles qu'elles se passent. Moi, ce soir, j'ai été clair avec vous. Je n'ai pas bragué. Je vous ai dit exactement comment j'ai payé mes études. J'ai travaillé et je travaille encore. Okay? Donc, le message, c'est ça. Lisez, lisez, formez-vous et surtout, organisez-vous. Oubliez le fait de vouloir faire les choses tout seul pour que ce soit vous qui soyez les gens qui brillent, mais unissons-nous, formons l'unité ici, faisons des choses ensemble. Et je veux terminer sur un levier extraordinaire qu'on n'utilise pas. On est aujourd'hui, si on parle en termes d'Ivoiriens seulement, je pense pas, je pense qu'on est au-dessus de 500 combien, c'est combien de gens nous sommes au Canada à peu Plus près? de 1500, oui. Plus de 1500. Mais imaginez-vous, c'est un levier extraordinaire. Si on peut, chacun peut économiser même 1000 $. Parce qu'il est dépensé dans des futilités, 1000 $. OK? On paye 1000 $, on fait un fonds dans un escrow account, on prend des juristes pour bien encadrer, tout le monde devient, comme je dis, actionnaire au prorata de ce qu'ils ont mis dedans. Mais on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec cet argent. Et là, si on peut faire quelque chose ici, on peut encore plus faire des choses chez nous. On n'a même pas d'épicerie à nous. On est obligé encore aller payer nos nourritures chez d'autres gens. Pourquoi? Pourquoi nous, on ne peut pas avoir une épicerie où on va et où on est actionnaire nous-mêmes? C'est ça. Les Africains ont besoin de s'unir pour faire les choses eux-mêmes et pour faire circuler l'argent dans la communauté. Ils ont besoin de s'unir pour acquérir des connaissances, pour se former, pour savoir réellement qui ils sont et puis avoir l'impact qu'ils doivent avoir parce que à la base, c'est l'Afrique qui était la première. Donc, l'Afrique peut réavoir ce même rayonnement-là si les Africains y travaillent véritablement et si les Africains s'unissent. C'est ce que je retiens comme mot de fin. Je vous remercie vraiment, Monsieur Robin Girard. Et puis, je sais qu'on se retrouvera très prochainement pour plusieurs autres émissions.